Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec un drôle de terroriste. Un homme dont on ne connaît que le nom et une photo un peu floue affichée à la une des journaux il y a 10 ans. Dans ce qu'on a appelé l'affaire de Tarnac et des sabotages de la SNCF. Un homme qui a alimenté tous les fantasmes. Chef de commando terroriste, adepte de la lutte armée. Présenté comme un gourou de l'ultra-gauche, il a passé une décennie à fuir la presse et à entretenir le mystère. Dans ce café parisien, Julien Coupat a enfin décidé de tomber le masque. À la veille de son procès, il a fini par accepter nos caméras. Ça va? Pas trop stressé? Moi je finis de lire un ou deux trucs. Bon, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Il est venu avec 9 pages de pense-bête. C'est des idées qui me sont passées par la tête. Parler à la télévision, une épreuve pour celui qui prône l'anonymat et a fondé sa réputation sur ses écrits subversifs, reconnus des milieux intellectuels. Si vous êtes aussi bon à l'oral qu'à l'écrit, normalement ça devrait être... Eh ben non, justement. Vous allez voir que ce n'est... Et ça, je peux le laisser là. Pour sortir du silence, il a exigé la présence de Mathieu Burnel, lui aussi mis en examen. Nous allons comprendre la condition posée par Julien Coupat dès le début de l'entretien. Vous êtes resté hyper discret, pourquoi? La légende Coupat semble muette. Moi, je peux répondre ensuite. Mais c'est qu'en fait, au moment de nos arrestations, la construction policière consistait à faire de Julien le chef, à savoir en général aussi un peu le monstre, l'espèce de personne complètement enfin un peu folle. Le but de l'antiterrorisme, c'est de produire des monstres pour qu'on se dise « Ouh là là, ils sont très dangereux, très méchants, très bizarres, et ils sont pas dotés de la même raison que tout un chacun. » Et donc du fait de l'espèce de surexposition de Julien, on s'est dit très vite, spontanément, qu'il fallait surtout pas nourrir ce truc-là. Et vous n'êtes pas dit plutôt, allez, il faut que j'apparaisse, je suis présenté comme le chef, il faut que je prenne la parole au nom des autres? Mais non, cette affaire, ça a consisté à... je sais pas... Réel malaise ou posture? Pas de réponse de Julien Coupat aux questions les plus simples. Des questions de journalistes, trop formatées, selon lui. Non, vraiment, je trouve ça absurde. Vous allez dans les médias. Ah donc, pourquoi vous allez dans les médias? Enfin, j'ai l'impression que le truc forcé à apparaître du début, c'est... Je peux reprendre un peu de... Pas de soucis. Dans l'actualité ce soir, une vague d'arrestations après les actes de vandalisme. Mais où est passé le Coupat qui avait surgi sur nos écrans il y a 10 ans? Il s'agit de militants d'ultra-gauche ou anarchistes. Voici Julien Coupat. Le cerveau du groupe Julien est originaire du 16e a été arrêté avec ses principaux lieutenants. Désigné leader d'un groupe terroriste, organisateur du sabotage de 4 lignes TGV la nuit du 7 au 8 novembre 2008. Un chef qui aurait lui-même posé un crochet le long d'une voie ferrée de Seine-et-Marne. Pourquoi s'en sont-ils pris à la SNCF? Avaient-ils l'intention de tuer ou tout simplement de semer la pagaille? On ne le sait pas encore. L'énigme Coupat. Ce fils de médecin, parti vivre en communauté à Tarnac, dans la Corrèze profonde. Un groupe de militants anarchistes, auteurs d'appels à l'insurrection, qui aurait basculé dans la lutte armée et le terrorisme, d'après les autorités. Il n'est pas exclu que ce groupe ait envisagé des actions plus violentes, et notamment contre les personnes. Le 11 novembre 2008, 150 policiers d'élite débarquent à Tarnac. Devant les caméras, un coup de filet spectaculaire pour démanteler la cellule Coupat, alors qualifiée de structure clandestine aux ramifications internationales. Le succès policier est salué en direct, alors que les perquisitions commencent à peine.
Ce sont des individus qui se caractérisent par un rejet de tout dialogue démocratique et par un discours extrêmement violent. Une opération éclair, mais le dossier va vite se dégonfler. Après 10 ans de procédure judiciaire, l'affaire Coupa apparaîtrait même comme un sérieux raté de l'antiterrorisme français. Voici la version inédite du principal mis en cause. Vous vous souvenez de ce 11 novembre matin, là, de vos interpellations respectives? Pour ma part, j'ai vraiment une très faible disposition à essayer de me faire passer pour une victime. Même de l'antiterrorisme. Vous avez un village sous occupation avec des gens cagoulés qui courent dans tous les sens. C'est pas banal, non? Oui, et puis l'ambiance, moi j'ai le souvenir que mon ami, accessoirement mère de mes enfants, ce qui lui a été dit en rentrant dans la voiture de la SDAT, c'est ton fils, tu vas pas le revoir avant 10 ans, salope. Donc évidemment, quand on arrive en garde à vue, on se dirait 10 ans quand même c'est long. Mais il procède avec une relative assurance. Pourquoi vous retrouvez chef Mais ça c'est l'imaginaire policier qui peut pas s'empêcher de voir des chefs, des bras droits, des lieutenants, des commandos. Vous-même présenté comme étant le chef c'est juste risible en fait, c'est juste risible. C'est la démonstration que pour travailler dans la police, il faut singulièrement manquer d'imagination. Pas pouvoir s'imaginer qu'il y ait d'autres rapports humains dans la vie que des rapports hiérarchiques. C'est une conception de la vie très marquée et de toute évidence, c'est pas la nôtre. Quelques minutes d'entretien et 2 tasses de maté plus tard, le Coupa hésitant du début est tout de suite plus à l'aise lorsqu'il s'agit d'évoquer sa longue relation avec la police. Tout a commencé loin de la Corrèze, à New York, en janvier 2008, près d'1 an avant son arrestation, par ces images de surveillance. Des agents du FBI planquent dans leur voiture. 43e rue, en plein Manhattan, ils filment discrètement des anarchistes américains considérés dangereux. Avec eux, ils identifient Julien Coupa, fiché comme militant de l'ultra-gauche française. Le FBI informe Paris. Dès lors, Coupa sera constamment dans le viseur du renseignement français. Des milliers d'heures d'écoute et des centaines de clichés policiers. Voilà. Ça, c'est une photo où on est ici même en train de prendre un café avec des amis. Ça, c'est une photo où nous sommes en train de plier des brochures contre la biométrie. Alors ça, cette photo est remarquable, c'est l'une des photos prises par une caméra cachée dans les arbres à Tarnac. De sa vie communautaire en Corrèze à ses manifestations parisiennes, jusqu'au domicile de ses parents, l'anarchiste était épié et il le savait. En 7 mois de surveillance à peu près constante, les seules choses qu'ils arrivent à accumuler, c'est les traces d'une existence absolument anodine, banale. Il y en a une où vous êtes tous les deux, hein, c'est ça? Oui, il y a une photo où nous sommes tous les deux dans un cybercafé, ce qui est une activité extrêmement compromettante. Et là, typiquement, ce jour-là, au cybercafé, vous les voyez en train de vous photographier? Ah oui, oui, non, je leur marche, le type qui nous surveille, je lui marche dessus ce jour-là. C'est vraiment incroyable. C'est que les policiers veulent pour preuve de l'ultra-clandestinité dans laquelle je vivais, que je faisais des mesures de contre-filature, de professionnels, disent-ils. La réalité, c'est qu'eux-mêmes font si mal leur boulot que vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas les voir. Par exemple, vous sortez d'une station-service et il y a une fille, une blonde, qui est habillée dans une espèce de costume d'inspecteur gadget et qui parle au revers de sa parka à
1 mètre de vous en vous regardant. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut difficilement rater. Ils font des filatures, ils les font mal. Manifestement, on a affaire à une bande d'amateurs. Mais Julien Coupat n'avait pas tout détecté. À Tarnac, où on accueille des anarchistes du monde entier, la communauté a été infiltrée par un espion britannique. Dans ses carnets confidentiels, une mission, rendre visite à Julien dans sa ferme. Avec ses tatouages et ses piercings, l'altermondialiste Mark Stone était en réalité Mark Kennedy, policier anglais. Un agent double qui l'a suivi de Manhattan jusqu'en Corrèze. Julien Coupat et ses amis l'ont compris des années après, quand la presse britannique a révélé les archives secrètes de l'espion infiltré. Il était comment à l'époque, Mark Stone Kennedy? Il était relativement insignifiant. Oui, non, on nous a souvent posé la question, mais... Non, insignifiant, c'est le mot. C'était quelqu'un de parfaitement insignifiant. Il ressemblait à un policier? Il ressemblait à rien. Et nous, on l'avait croisé dans des cercles anti-globalisation, comme je vous l'avais dit, dans des réunions de préparation, de contre-sommets qui étaient qui étaient des réunions du gauchisme international. Mais à New York, vous l'avez vu? Et à New York, il était là, évidemment. Ouais. Et il a assisté à quoi pour que ça puisse affoler le FBI à ce point-là? Il a assisté à des discussions absolument anodines entre gens de différents pays et qui se racontent ce qui se passe, les méthodes de lutte, les façons de faire. Cette surveillance généralisée n'empêche pas Julien Coupat de participer aux actions les plus violentes. À l'image de ce rassemblement du 3 novembre 2008, une semaine avant son arrestation. Pour dénoncer la tenue d'un sommet de l'immigration dans la ville de Vichy, Coupat, aux côtés de 200 activistes, défie les forces de l'ordre. Il est identifié comme l'un des meneurs des affrontements. Un recours à la violence, tout à fait justifié selon lui. À Vichy, je crois que l'humeur unanime était une humeur furieuse. Et il n'y a vraiment pas la manifestation et ses débordements. Il y a une manifestation qui répond à une provocation grossière. Mais là, en gros, ce qui vous reproche, c'est pas juste de participer à une manifestation, c'est de participer, voire d'encourager les débordements. Alors non, ce qui est remarquable ce jour-là, c'est que moi, je sais que je suis surveillé. Je me dis, voilà, si je me contente de tenir le mégaphone, a priori, on ne va pas me tomber dessus. Et ça, c'est considéré par les enquêteurs comme la preuve que je suis évidemment le chef, puisque c'est moi qui tiens le mégaphone. Quatre jours après les émeutes de Vichy, à Duisy, en Seine-et-Marne, la ligne TGV Paris-Strasbourg est sabotée au kilomètre 45. Julien Coupat, désormais leader violent aux yeux des policiers, est un suspect naturel. Car le soir des faits, il était près des lieux du crime. Mais les versions divergent. Julien Coupat reconnaît juste une balade en voiture à l'écart de Paris, avec sa compagne, Hildune Lévy. La police, elle, assure l'avoir vu s'arrêter tout près de la voie ferrée. Effectivement, 5 heures avant l'heure de commission supposée des faits, avec Hildune, on était à 30 km du lieu d'un sabotage. Mais le nombre de gens qui se trouvent à 30 km du lieu d'un tel sabotage en région parisienne, c'est pas rien. 30 km, c'est à peu près la distance entre Paris et Pontoise. Donc vous dites en gros, j'étais en Seine-et-Marne la nuit des sabotages, mais c'est une coïncidence, c'est ça? Mais c'est une coïncidence. Une coïncidence, c'est on extrait deux faits et on les rapproche opportunément de toute façon. Donc, vous avez du mal à dire les choses clairement, mais est-ce que
vous étiez présent près des lignes TGV cette nuit du 7 au 8 novembre 2008. Et est-ce que vous avez saboté ces lignes TGV? En fait, moi, je répugne à être placé par un faux policier dans la position de se défendre. Non, mais le problème, c'est que là, c'est vraiment le problème à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, théoriquement. Pourquoi vous répondez? Enfin, c'est si difficile de dire non. Mais non, mais parce que là, en fait, répondre non, c'est pas nous, on est innocent, c'est reconnaître une valeur quelconque à l'accusation qui nous est faite. On va pas dire ah oui, donc on est vraiment des bien petits gentils et puis en fait on est innocent de machin. C'est à la police de déterminer qu'on est coupable. Refusant de clamer leur innocence, dans la pure tradition anarchiste, Coupa et ses amis s'en tiennent devant nous à torpiller les éléments à charge. À commencer par le procès-verbal D104, le seul à certifier leur présence près des voies ferrées. Une pièce centrale, truffée d'erreurs. La nuit du sabotage, Julien Coupa était officiellement suivi par 12 véhicules et 18 policiers. Des enquêteurs qui, pour une fois, n'ont pris aucune photo et ont rédigé un procès-verbal déconcertant. À Marigny-en-Orsois, le véhicule tourne à droite et passe sous l'autoroute A4. En réalité, cette route passe au-dessus de l'autoroute A4. À 3 reprises, les enquêteurs ont confondu un pont et un tunnel, reprenant les erreurs d'un célèbre site de cartographie. Comme si la filature avait été reconstituée après coup, depuis un ordinateur. Les policiers poursuivent. Le véhicule gagne le village de Veuilly-la-Poterie, puis tourne à gauche et emprunte la D221. Sur place, la D221 n'existe pas. Elle s'appelle D9. À 4 h du matin, Julien Coupa aurait mis moins de 10 minutes pour parcourir 26 km entre Triport et Dhuisy. 159 km/h de moyenne sur de petites routes de campagne. Autre incohérence de la filature officielle, l'invraisemblable emploi du temps du brigadier Stéphane. D'après les PV, il est à la même heure en planque en Seine-et-Marne et dans son bureau à l'ouest de Paris. Les policiers auraient-ils inventé leur présence et celle de Julien Coupa près des lignes TGV? Pour la justice, cette filature est authentique. Mais aucun enquêteur n'a été autorisé à nous répondre en interview. En off, certains admettent un procès-verbal imparfait, mais restent persuadés de l'implication de Coupa et sa compagne. Ni nous, ni les enquêteurs n'étaient sur place. La seule instance qui, à ce jour, ne sache pas que le PV D104 est de toute évidence un faux et un faux mal fait, eh ben, c'est l'institution judiciaire. Jusqu'à la fin, il s'attache ridiculement à quelque chose dont tout le monde sait qu'au fond c'est à la fois faux et un peu gênant, quoi, voire franchement honteux. Les enquêteurs nous disent on sait que c'est Julien Coupa, mais bon, c'est vrai que ça va être difficile à prouver parce que Mais comment ils le savent? Comment ils le savent? S'ils le savent, dans ce cas-là, qu'ils apportent un élément. Ah, bizarrement, ils l'ont pas. Ah bah tiens, comme par hasard. Il y a même un enquêteur qui nous dit on a un procès-verbal qui est faux ou sans doute faux, mais des faits qui sont peut-être vrais. Qu'est-ce que ça vous inspire comme phrase? Qui est sans doute et peut-être. C'est intéressant comme analyse, quoi. C'est de la haute voltige, non? C'est de la haute voltige logique, quoi. Le 14 novembre 2008, un nouvel élément, encore plus embarrassant, finira par entacher l'enquête. Au 4e et dernier jour de garde à vue, Julien Coupa n'a pas dit un mot. Pas d'aveu, aucune preuve. Jusqu'à une curieuse déposition anonyme de dernière minute. Un témoin sous X providentiel. Voilà ce qu'il aurait dit à la police. Julien Coupa exprimait le fait que,
Même si le moment n'était pas encore venu, il pourrait être un jour envisagé d'avoir à tuer, car la vie humaine a une valeur inférieure au combat politique. Cette page, signée Témoin 42, sur lesquelles les enquêteurs vont tout miser. Elles permettent d'envoyer Julien Coupat en prison et de le mettre en examen pour direction d'une organisation terroriste. Julien Coupat est le leader charismatique et l'idéologue du groupe. Il tient l'ensemble des membres du groupe sous son charme, à la façon d'un gourou de secte. Vous vous souvenez quand il vous parle de ce Témoin 42 pour la première fois? Ah oui, moi je me souviens que l'agent de la sous-direction antiterroriste qui faisait ma garde à vue, il m'a lu ce témoignage ou des parties de ce témoignage et que déjà à l'époque ça m'est apparu comme étant un témoignage qui relevait de l'ordre du délire, quoi. Dès le départ, dès le début. Ah ben il suffit d'en lire 10 lignes pour se dire que le type raconte ce que la sous-direction antiterroriste veut lui faire dire. Julien Coupat se délectait des mots « guerre » et « attentat ». C'est des mots de policiers qui sont mis dans la bouche du témoin. Ce à quoi sert le témoignage sous X, c'est à fournir la trame du récit policier, en fait, la trame de la fiction que la sous-direction antiterroriste essayait de faire avaler à tout le monde. Le secret du témoignage sous X aura tenu 1 an avant d'être démasqué par la presse. TF1 est en mesure de vous révéler ce soir que le témoignage de l'une des personnes... Le 11 novembre 2009, le témoin anonyme se confie en caméra cachée. Il révèle avoir signé une fausse déposition, par peur, dit-il, d'avoir des problèmes avec la police. Lâchement, je me sens pas hyper fier de ce qui s'est passé, je dis pas que je dors toujours très bien et compagnie. J'ai pas perdu contact avec les gens à qui j'ai expliqué ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées. Jean-Hugues Bourgeois était un éleveur bio du Puy-de-Dôme qui venait de temps en temps à la ferme de Tarnac, où il était peu apprécié. Juste avant la fin de la garde à vue de Coupat, cet agriculteur est convoqué à la gendarmerie. En arrivant, il découvre que la police antiterroriste veut l'interroger sur la bande de Tarnac. Moi je dis j'ai rien à dire sur ces gens-là, et là, le mec il m'explique très clairement que c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il y a tout un tas d'infos, d'interceptions de mails, de bruits de dires, de gains infiltrés dans squat, tout ce genre de choses, qui sont pas exploitables dans une procédure judiciaire, et que juste ils ont besoin d'une signature. Toi on t'a dit ça, on t'a dit on a des infos mais on a besoin d'une signature. Il m'a dit on ne demande pas de balancer quoi que ce soit, on a tout ce qu'il faut, de toute façon c'est mort, ils sont cousus, ils sont cuits. Quand ils t'ont proposé d'apposer ta signature, c'était pour... Ils m'ont pas proposé, c'est ça que ils m'ont pas proposé d'apposer ma signature. Ils t'ont ordonné de faire. Ouais, ils m'ont dit voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi je savais que j'étais témoin anonyme à ce moment-là, ouais. Mais j'avais aucune idée de la teneur du témoignage anonyme. Et surtout je me disais, l'objectif pour moi c'est de sortir de cette gendarmerie, quoi. Ouais. Vous avez très vite compris que c'était Jean-Hugues Bourgeois, l'auteur de... Ah bah oui, oui. Dès la garde à vue ou des... Oui, dès la garde à vue, Nous, on savait que c'était lui, et donc évidemment, on savait que ce qu'il racontait sur nous était n'importe quoi. À partir de là, nous, on demande, nos avocats demandent évidemment à ce qu'on puisse être confronté à son témoignage, à ce que la défense puisse... Et là, les juges font des espèces de pirouettes procédurales complètement délirantes pour que jamais la défense n'ait pu être confrontée aux déclarations de ce type. Et jamais nous n'avons pu être confrontés aux déclarations de ce type. Et jusqu'à la fin de l'instruction, le parquet et les juges disaient non, ce témoignage est crédible. C'est-à-dire que vous avez le mec, il dit aux 20h de TF1 que la police lui a fait signer un PV bidon, et vous avez de l'autre côté les magistrats, instructeurs et le parquet qui lui disent non, aucun problème. Et c'est là que vous voyez à quel point il y a la vie, la réalité, et il y a le monde de la justice et le monde de l'antiterrorisme. C'est-à-dire que, de fait, ça ne leur posait aucun problème de garder au cœur même de l'enquête, au cœur même des accusations contre nous, le témoignage d'un type qui, de lui-même, expliquait que son témoignage était bidon. Les enquêteurs ont toujours contesté avoir fabriqué un faux témoignage. Après 8 ans, en 2017, la Cour de cassation a fini par écarter définitivement le témoin sous X de la procédure et abandonner la qualification terroriste. Mais pour Julien Coupat, rien n'a changé. Ni ses convictions radicales, ni la surveillance dont il fait l'objet. Il y a 2 ans,
Une nouvelle note du renseignement français a fuité dans la presse. La police le désigne de nouveau comme le cerveau de groupuscules de casseurs ultra-violents. Un danger pour la démocratie. Les policiers sont persuadés que vous êtes derrière pas mal de mouvements de contestation, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la loi travail. Est-ce que c'est vrai que vous êtes derrière ces mouvements de contestation? Non, mais nous, on est derrière rien, on est avec la ZAD, on est avec le mouvement contre la loi travail, on est avec ce qui tôt ou tard se dressera face à Macron. Je vous repose la question, est-ce que les casseurs sont vos amis et est-ce que, comme le dit M. Valls, vous n'aimez pas la démocratie? Mais en fait, j'ai aucun élément de vocabulaire commun avec ce monsieur. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on n'a aucun reproche à faire aux casseurs et qu'on pense que la démocratie, comme elle existe, en tout cas, c'est une fumisterie. Ça, oui, on le pense. On n'emploie pas les mêmes mots, quoi, et on ne pense pas de la même manière. Et on ne vit pas dans le même monde. Et d'ailleurs, on ne vit pas dans le même monde. Depuis sa sortie de prison en 2009, Julien Coupat est reparti se mettre au vert. Il est metteur en scène dans une troupe de théâtre de Corrèze. Une terre où le militant prépare, avec ses certitudes et ses références philosophiques, le dernier acte de l'affaire Tarnac. Son ultime rendez-vous avec la justice, un procès dont il compte faire un tract. Qu'est-ce qu'elle a fait, la justice? Assez rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu la partie, qu'elle se ridiculisait, elle s'est acharnée, et il fallait donc évidemment qu'une procédure qui a commencé en fanfare comme celle-là finisse par un procès. Ça ne pouvait pas donner un non-lieu. C'est une question d'honneur, c'est une question d'honneur de l'institution. Au fond, c'est ce qu'en disait Foucault en 1977, la justice est au service de la police et non le contraire. Nous, ce qu'on a vécu pendant 10 ans, c'est ça. Donc si Foucault avait raison, vous serez condamné alors? Ah ben ça, c'est ce qui reste à voir. On va voir si la juge donne raison à Michel Foucault ou pas. Le tribunal aura 3 semaines pour faire la lumière sur 27 000 pages d'une procédure hors norme. Désormais poursuivi pour dégradation et association de malfaiteurs, Julien Coupat risque 10 ans de prison.